Mesdames et messieurs, مساء الخير عليكم et مرحبا بكم dans un nouvel épisode de Legends, le podcast 100% algérien brought to you by MedSkills. C'est le podcast où nous accueillons des personnalités inspirantes afin de retracer leur parcours et d'en tirer des leçons de vie. Notre invitée pour cette semaine est Dr Nelly Ryan, qui est docteur en pharmacie, ex-présidente du club scientifique Gallifarm. Nelly poursuit actuellement un master en affaires réglementaires à la faculté de pharmacie d'Alger, faisant partie des toutes premières promos de cette faculté. Marhaba bik Nelly, ça Merci, va? très bien, tout plaisir est pour moi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Ça va, je suis en train de Alger. Très bien. Tant que je suis à la maison, je veux bien. Alors, Nelly, dis-moi, Oui. comment s'est fait le choix d'études en pharmacie pour toi? Oui, alors, faut dire que c'était pas un choix très clair. C'est pas un choix que j'avais en tête depuis toujours. Au contraire, j'étais plutôt axée vers les écoles. Et puis après, pendant ma dernière année, j'ai développé un petit truc pour la chimie. Et puis, je trouvais que la pharmacie, c'était vraiment le juste milieu entre plein de spécialités, notamment la chimie, la biologie, la médecine, etc. C'était une spécialité un peu touche à tout et je trouvais que ça me ressemble. Du coup, je suis partie pour ça. En pharmacie, il y a beaucoup de chimie entre la chimie minérale, la chimie organique, les chimies. بس le juste milieu هذا. وهذه en terminale. ورا ما قريتي. Est-ce que لقيتي ce juste milieu? Oui, voilà, Margaret, c'est des études très diversifiées. C'est vrai qu'on ne le sent pas sur une année ou deux, c'est-à-dire qu'on le sent à la fin du cursus. Quand on voit qu'on est passé vraiment par énormément de choses. C'est-à-dire que pendant l'année, quand tu as, je sais pas moi, une année full de chimie thérapeutique, par exemple, qui est un module particulièrement compliqué pour beaucoup d'étudiants. C'est où au cursus? C'est en troisième année. Troisième année, d'accord. C'est ça. Donc, quand on a tendance à avoir de la chimie thérapeutique pendant toute l'année, c'est vrai qu'à un moment, on est un peu fatigué. Mais après, quand on voit dans l'ensemble, c'est vraiment pluridisciplinaire. À peu près, chaque année, à peu près, grosso modo, Grosso modo, alors on a les 2 premières années. Si on pouvait, disons, dissocier le parcours, ce serait donc les 2 premières années. C'est du tronc commun, c'est des modules assez basiques, j'ai envie de dire. Et puis après, en troisième année, on entre en spécialité, c'est-à-dire avec des modules de pharmaco, galénique, chimie thérapeutique, etc. En quatrième année, c'est l'année de la biologie. Et en cinquième année, il y a beaucoup d'industriels, il y a de la toxico aussi. Et puis, on finit tout ça par un stage, donc par un internat. Qui dure 12 mois et avec un mémoire de fin d'études. D'accord, donc ça c'était en bref le parcours des études en pharmacie. Sinon, au sein de la population générale, j'ai remarqué qu'il y a une misconception, disons. Il dit que le pharmacien après de te dire doigt. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Faut pas dire ça à un pharmacien. Mais écoute, malum chines. Et au contraire, pour moi, je trouve que le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de montrer le contraire et de donner l'exemple en faisant correctement notre métier. Donc, moi, personnellement, j'aime pas vraiment le terme vendre un médicament. On parle plus de dispensation de médicaments. On parle de dispenser les médicaments. Et quand je te dis dispenser, ça englobe tout l'acte pharmaceutique. C'est-à-dire dispenser le médicament, dispenser un conseil, suivre le patient dans sa thérapeutique, optimiser la thérapeutique du patient, faire remonter les cas de pharmacovigilance. Donc, le pharmacien est un acteur de soins de proximité. Donc, il doit être présent pour son patient en collaboration avec son médecin traitant, évidemment, pour assurer le bien-être du patient. Au final, c'est la finalité de tous les métiers de santé. Ça, c'est en officine. Exact. Où est le pharmacien aussi? Alors, on retrouve le pharmacien un peu partout. On retrouve le pharmacien en industrie notamment, et surtout dernièrement. On le retrouve dans la direction technique, on le retrouve dans la production, on le retrouve dans l'assurance qualité, l'assurance et le contrôle qualité, on le retrouve dans la promotion médicale, on le retrouve aussi donc à l'hôpital, la pharmacie des hôpitaux, on le retrouve aussi dans le parcours classique, l'hospitalo-universitaire.
Donc voilà, il y a un pharmacien partout. En parlant d'hôpital, peux-tu nous parler chouïa de ce qu'est la pharmacie clinique? Alors, la pharmacie clinique, si on veut prendre vraiment la définition du terme, c'est de la pharmacie au lit du malade. C'est-à-dire ici que le pharmacien clinicien va œuvrer en collaboration avec le médecin traitant pour choisir la thérapeutique la plus adéquate, l'optimiser, veiller qu'il n'y ait pas d'interaction, qu'il n'y ait pas de soucis avec cette thérapeutique et voilà, accompagner le patient. Et cette pharmacie clinique, même si donc c'est un domaine relativement nouveau ici chez nous, et même si pour le moment on le voit dans les hôpitaux, ça ne se pratique pas seulement dans les hôpitaux. Le pharmacien d'officine peut aussi pratiquer de la pharmacie clinique. D'accord. Nelly, tu fais actuellement partie des toutes premières promos à la faculté de pharmacie d'Alger. تقدر تقولي لنا شو كان les spécialités justement تم؟ Exact. Alors, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, moi je fais un master en affaires réglementaires en industrie pharmaceutique. Il y a aussi, donc il y a 4 masters en tout. Il y a aussi pharmacoéconomie et market access, métrologie et qualitologie et dermo-cosmétologie. Voilà. Ou est-ce que ces masters, disons, sont exclusivement réservés aux docteurs en pharmacie? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a certains masters comme le mien qui sont réservés aux pharmaciens et d'autres qui ne le sont pas, c'est-à-dire avec des conditions d'admission assez spécifiques, notamment pour la pharmacoéconomie, on peut admettre des médecins aussi, ou certaines licences, bien sûr, qui doivent passer par la commission pour approbation. Mis à part les masters, est-ce qu'il y a d'autres options de graduation? Absolument. Alors, avec la création de la faculté de pharmacie d'Alger, il y a eu plusieurs programmes de licence qui ont été ouverts, et notamment la licence d'auxiliaire en pharmacie, qui répond à un besoin essentiel qui est, entre parenthèses, j'ai pas envie de le dire, mais les vendeurs en officine. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le fait de former des personnes compétentes pour ça va vraiment donner un plus. Ou disons que Dorka, je suis étudiante en pharmacie, enfin, je suis diplômée en pharmacie et j'ai envie de poursuivre un master à la faculté de pharmacie d'Alger. Où dire? Alors, disons vers la fin d'année comme ça, d'année universitaire, la faculté de pharmacie d'Alger met en ligne un lien d'inscription où voilà, on soumissionne avec un petit dossier d'inscription et puis ensuite on est appelé pour passer un examen écrit et un entretien oral. Et à la suite, on est sélectionné ou pas. Ou pour ce dossier, est-ce qu'on considère seulement le côté académique, c'est-à-dire le cursus, les notes, machin, ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont pris en considération pour la sélection? Absolument. Alors ça, c'est l'un des points positifs de ce processus de sélection, c'est-à-dire que personnellement, de ce que j'ai vu, c'est que les enseignants cherchent vraiment à connaître la personne qu'il y a derrière, c'est-à-dire c'est tout l'intérêt de l'entretien qui s'est fait, où les questions qui ont été posées, c'était vraiment des questions sur le parcours de la personne, sur ce qu'elle a fait. Personnellement, on m'a demandé ce que j'ai fait sur le plan associatif. D'autres qui ont de l'expérience professionnelle assez significative leur ont demandé ce qu'ils ont appris, etc. Donc, je crois que c'était vraiment important de prendre en considération tous les aspects de la personne et pas seulement l'aspect académique qui ne représente qu'une partie du diplômé. Tu viens de mentionner le côté associatif. Exact. Donc, tu as été secrétaire générale du club scientifique Galifarm pendant des années. Après, tu es devenue la présidente. Exact. Comment est-ce qu'a été ton expérience au sein de ce club? Et qu'est-ce que tu as gagné, que ce soit sur le plan humanitaire, que ce soit sur le plan professionnel? Si je pouvais résumer ça en une phrase, j'ai tout gagné. En fait, c'est une expérience de vie que je ne remplacerai pour rien au monde. Aujourd'hui, si je suis là, ici, à vous parler, à parler devant des caméras, à parler avec des gens aussi librement que je le fais, c'est grâce au club. Petite anecdote, j'étais d'une timidité maladive. Maladive, vraiment.
Et pour moi, parler avec des personnes que je ne connais pas, comme ça, c'était vraiment un défi au quotidien. Même avec des personnes que je connaissais, hein. Et puis, une fois qu'on entre dans le club, on est mis dans des situations où tu n'as pas le choix, tu dois parler, tu peux pas, voilà. Donc, tu peux pas esquiver. Donc, une fois que tu commences, ben, c'est bon, tu t'arrêtes plus. Et puis, ça, c'était vraiment une grosse révélation pour moi. Je me suis même trouvé une passion dans le public speech. Et aujourd'hui, je ne m'imaginerais pas autrement. Et puis aussi sur le plan professionnel, quand on est membre d'un club scientifique qui fait du bon travail, et tu le sais, c'est-à-dire qu'on a accès à énormément de choses à un très jeune âge, à des ressources. Exact, à des ressources, à des formations. On arrive un peu à palper de loin le monde professionnel, de savoir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir un peu cette longueur d'avance. Et aussi, ça permet de développer beaucoup de skills pour le marché du travail plus tard. Personnellement, dans le club, tu le sais, il y a une équipe. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait du design, il y a quelqu'un qui fait du montage vidéo, il y a quelqu'un qui fait de la rédaction, il y a quelqu'un qui prépare les programmes, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans l'organisation. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec ces compétences, mais au fur et à mesure, on les développe un peu dans une safe place, ce qui va nous permettre, de s'épanouir. Voilà. En parlant d'équipe justement, si tu devais choisir un seul projet, mais avec Galifarm pour être ton préféré, ça serait lequel et pourquoi? Alors, c'est compliqué. Un seul, c'est compliqué. Mais vraiment, si je dois parler d'un seul, ce serait le CNSP, le Congrès national des sciences pharmaceutiques, qu'on a organisé en janvier 2022. C'était un big event, c'était un congrès national donc, qui a rassemblé des étudiants en pharmacie et des pharmaciens de différents domaines, de différents secteurs, de différentes régions du pays, avec des experts de beaucoup de wilayas, d'Alger, d'Oran, de Sidi Bel Abbas, de Batna, qui sont venus justement pour partager leur expertise avec des ateliers sur maintenant de mémoire, la rédaction de CV, comment faire dans un entretien, etc. C'était un peu l'atelier phare du congrès. Et puis, en fait, ce que j'ai aimé, c'est les retours que j'ai reçus après des étudiants qui étaient très contents de ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait dans la pharmacie, de toutes les opportunités possibles du pharmacien. La thématique, c'était le pharmacien d'aujourd'hui, rôle et métier. Et les retours que j'avais, c'était « merci, maintenant j'arrive à voir plus clair ». Et pour moi, c'était exceptionnel. Alors, je sais que tu m'as demandé de choisir qu'un seul, mais je vais en rajouter un autre. Alors, je vais parler de la bibliothèque. De la bibliothèque, la Galibib qu'on a créée. Pour moi, c'est un endroit exceptionnel. Aujourd'hui, quand je vois les photos, j'ai limite les larmes aux yeux parce que moi, avec toute l'équipe à l'époque, on était on était les premières personnes à voir l'état dans lequel était cette bibliothèque qui était complètement abandonnée. Elle était dans un état. Et quand je la vois aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté inexplicable. Toute l'équipe veillait sur ça vraiment pendant des années, tout au long des journées, c'est-à-dire qu'ils l'ouvraient, la fermaient, la nettoyaient, faisaient en sorte que les étudiants avaient les conditions nécessaires pour bien réviser. Et pour moi, c'est un acquis exceptionnel qu'un club a pu réaliser. C'était le projet Galifarm d'El Falafag. Exact. Ouais. On va faire un petit peu marche arrière. Le master que tu fais actuellement, c'est un master professionnel. Exact. Qu'est-ce qui le différencie d'un master qui m'a joué le système LMD ou chez nous, les bénéfices? Alors, le master que j'effectue en ce moment, c'est un master professionnel.
à différencier des masters académiques. Donc, un master professionnel, c'est un master qualifiant, professionnalisant, c'est-à-dire que ce master va t'apporter de l'expérience indirectement dans un cadre d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est un peu une nouvelle porte pour les pharmaciens et aussi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'autres spécialités, mais majoritairement pour les pharmaciens, pour se spécialiser dans des études de post-graduation différentes du circuit classique du résidat. Et puis, on a la chance aujourd'hui de les avoir ici en Algérie. Les masters, je vais prendre l'exemple le plus proche en France, c'est ce qui est en vogue. Aujourd'hui, je connais des personnes qui sont spécialistes et qui ont fait un master, mais qui travaillent avec leur master en France. Et aujourd'hui, on a l'occasion de l'avoir ici et c'est un acquis incroyable. On s'aventure suit a fait la post-graduation. Une étude menée en 2021 par l'AMFA estime qu'environ 22% des jeunes pharmaciens diplômés sont au chômage. Est-ce que Hadi, la peur du chômage a été un facteur dissuadant pour le choix de les études en pharmacie? Alors, non. Si c'était le cas, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais changé de carrière. Non, en fait, c'est une vérité. C'est-à-dire que c'est des chiffres qui existent. On les a pas inventés. Donc effectivement, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, ce que j'aimerais souligner, c'est que la pharmacie ne fait pas exception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du travail souffre, et pas seulement en Algérie, à l'international, à cause de différents facteurs, crise économique, Covid, saturation des marchés, etc. Donc, le chômage, c'est vraiment un problème mondial et la pharmacie ne fait pas exception. Et n'est pas plus concernée que d'autres spécialités. Maintenant, c'est des chiffres qui datent de 2021. J'espère que ces chiffres se sont améliorés et je le pense sincèrement, surtout avec l'avènement donc, du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, avec la création des établissements pharmaceutiques et voilà, surtout avec les nouveaux masters. Donc, je crois sincèrement que cette nouvelle opportunité a ouvert beaucoup de portes pour les pharmaciens qui sont aujourd'hui en poste et à la tête d'établissements pharmaceutiques. Ou est-ce qu'il y a des mesures mises en place par l'ANFA ou par d'autres associations ou entités pour accompagner les nouveaux diplômés en pharmacie justement dans leur post-graduation? Absolument. Alors l'ANFA, l'Association nationale des pharmaciens algériens, œuvre pour différentes missions, mais là je vais parler surtout de l'accompagnement et l'insertion professionnelle du pharmacien. Et là, je parle de toutes les catégories de pharmaciens et plus précisément pour les nouveaux diplômés. Alors, pour moi, et là, je vais rebondir sur ce que j'ai parlé tout à l'heure concernant le CNSP, c'est-à-dire qu'une bonne partie des nouveaux diplômés ne connaissent pas leurs options. Donc, informer et sensibiliser sur les options qu'ils peuvent avoir, sur les métiers, sur les secteurs où ils peuvent œuvrer. Deuxièmement, c'est aussi former. Aujourd'hui, un diplôme ne suffit pas. Le marché évolue, les compétences évoluent avec. Donc, on doit se mettre à la page. On doit former ces nouveaux diplômés et puis surtout les accompagner. Et quand je parle d'accompagner, il y a un projet qui me saute à la tête, c'est le pharmacien entrepreneur. Oui. Je sais que j'ai devancé ta question. Qu'est-ce qu'un pharmacien entrepreneur? Alors, le pharmacien entrepreneur, c'est une initiative ANFA brevetée, donc qui consiste à pré-incuber des projets innovants de pharmaciens, de jeunes pharmaciens, de pharmaciens tout court, ou même d'étudiants en pharmacie, pour les accompagner dans la réalisation de ces projets. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de jeunes pharmaciens veulent se lancer, mais ne savent pas vraiment où commencer. Avoir une idée, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Donc, l'ANFA va accompagner ces jeunes pharmaciens avec toutes les formations nécessaires pour arriver à un prototype qui pourra ensuite être commercialisé. D'accord. Plongeons dans le cas un peu plus en profondeur. Yes. La phytothérapie a une place dans la médecine moderne? Oui, absolument. Alors, tout simplement parce qu'il y a beaucoup avec l'envie, le retour au naturel.
Les gens ont tendance à vouloir éviter les médicaments parce que c'est des produits chimiques, parce que voilà. Et pour nous, on a tendance à croire à tort que les plantes, c'est inoffensif, c'est pas dangereux, et puis il n'y a pas de mal, il n'y a pas de danger, tout, ouais. Non. Alors les plantes ne sont pas inoffensives. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Est-ce qu'elles ont leur place dans la médecine contemporaine? Oui. Pour tous les maux, non. Ok. Donc, faut vraiment y aller mollo, et d'où la nécessité de demander conseil aux pharmaciens. Est-ce qu'il y a des cas où tu privilégierais la phytothérapie à les médicaments, les goulots qui sont classiques? Oui et non. Je m'explique. Alors oui, c'est-à-dire que voilà, pour des troubles mineurs, je sais pas moi, une petite insomnie passagère, un petit coup de stress à cause des examens, voilà, faut pas en faire tout un plat, une petite tisane de camomille et ça va aller. Donc insomnie, tisane de camomille. Oui. Stress, tisane de camomille. Aussi, donc c'est un calmant. Donc dès le retour de stock à la camomille, c'est bon. C'est ça. Et donc, et encore, ça a ses dangers. Comment? Si on en abuse, ça peut provoquer des somnolences diurnes. قدام tisane نقدروا نشربوا واحدة. D'accord. واحدة. Ah bah, pas de camomille chez les tarades. Non, absolument pas. Et puis, donc, voilà, genre, c'est-à-dire que pour des troubles mineurs, quand on peut éviter les médicaments, bon, c'est pas très, très grave. Maintenant, pour des troubles beaucoup plus sérieux, pour les maladies chroniques notamment, il n'en est pas question. Et ça, je le dis d'une expérience de sensibilisation. On était en train de sensibiliser sur l'automédication. Fichapi. Oui. Et là, il y avait un vieil homme donc, avec qui j'étais en train de parler. Voilà, le hajj, il me dit عندي la tension. وقاعد تشرب في الدواء منضبط في الدواء في الوقت وفي الجرعة تاعو. ندي حبسته. واو. قلت له وش قاعد تشرب الحاج؟ il me dit أني رحت عند العطار وعطاني واحد الخلطة هكا وفيها الثوم. Et du coup, sur le moment, j'avais envie de lui dire, mais t'es malade? Mais tu peux pas réagir comme ça, surtout dans une sensibilisation. Et je crois que t'es bien placé pour savoir qu'on envoie des vertes et des pas mûres les sensibilisations. Mais fallait quand même faire passer le message. Et donc, j'étais en train de lui expliquer que voilà, certes, l'ail est hypotenseur, mais ça ne veut pas dire que ça remplace le médicament. Remplace le médicament, oui. Pas du tout. Alors, tout simplement parce que le médicament, c'est une dose précise, administrée en posologie précise, qui permet de réguler ta tension. L'attar, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a donné, comment tu le prends, il n'y a pas de dose précise, c'est des produits qui ne sont pas contrôlés, etc. Bon, bien sûr, il fallait du temps pour qu'ils comprennent, mais du moins, j'espère que c'est passé. قلتي درك contrôler dose. Exact. Est-ce que la phytothérapie, نقدروا justement, on la régule, on la réglemente? Alors, idéalement, oui. D'accord. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Le médicament, c'est un produit chimique qui a ses spécifications auxquelles il doit répondre pour dire que ce produit est conforme ou pas conforme. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, pour les plantes, il y a beaucoup de facteurs. Ça dépend de l'espèce de la plante, ça dépend des conditions environnementales, ça dépend de la période de récolte, ça dépend de la partie de la plante. Donc, chaque petit détail a ses spécifications, ce qui fait que c'est compliqué à réguler. Maintenant, dans l'idéal, oui, on le voudrait bien, mais ça va prendre du temps à être mis en place. وكيف نقدر نبراتيكيو la phytothérapie en toute sécurité? La phytothérapie en toute sécurité, ce serait de s'informer. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour s'informer. Là, j'ai envie de parler d'Internet, même si tout ce qu'on trouve sur Internet n'est pas bon à prendre. Ça, on est d'accord. Maintenant, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, le pharmacien est un acteur de soins de proximité. Donc, on peut
juste aller en pharmacie et demander le pharmacien, voilà, قال الحكيم, je veux prendre telle plante, j'ai, entre parenthèses, بالك, tel médicament, s'il y a un risque d'interaction. Est-ce que c'est OK? OK, tu peux y aller. Non, n'as qu'une autre alternative. Et puis voilà. Toujours dans le domaine des plantes, dernièrement, l'utilisation par le cannabis thérapeutique est de plus en plus tolérée en Europe. الحالة هنا كيفاه؟ Alors, ici, je crois que c'est un débat qui n'est pas du tout à l'ordre du jour en Algérie. Tout simplement parce que la société est fermement hostile à toute normalisation de consommation ou d'utilisation de cannabis. Et l'État aussi, hein. L'État aussi, donc, ils sont en train de mettre en place des mesures de plus en plus coercitives pour justement limiter cette utilisation. Donc, non, c'est pas le cas et ce ne sera pas pour un bon moment. Où est-ce que tu penses que l'utilisation, is it really worth it? ولا نقدروا نطيحوا في ان كا كيما تاع لا بريغابالين اللي خرجت خلاها على l'utilisation تاعها. Exact. La prégabaline, elle est tombée dans la surprescription et dans l'abus. En fait, la peur qu'engendre le cannabis est une drogue douce, mais les drogues douces, c'est une porte vers les drogues dures. C'est ça le risque. Donc aujourd'hui, tu commences avec le cannabis, demain, tu vas finir avec de la cocaïne ou autre. Donc, c'est pour moi, it's not worth it. Après, on pourrait argumenter sur le fait que, voilà, pour des cas bien précis de personnes qui souffrent de douleurs extrêmes, etc., oui, il y a les opioïdes causent beaucoup d'effets secondaires et aussi, on va pas se mentir, les opioïdes ont un risque d'accoutumance qui sont 2 à 3 fois supérieur que le cannabis. La morphine, l'oxycodone, le fentanyl. Donc, on pourrait argumenter sur ça. Donc, c'est une balance bénéfice-risque. C'est ça. Mais ça reste du cas par cas. D'accord. Okay. Pour clôturer cet épisode, quel serait ton message à tous les étudiants, notamment en pharmacie, qui t'écoutent et qui te regardent de cas? Alors, le petit message pour la route, ce serait que les études en pharmacie, c'est vraiment des études passionnantes que j'ai apprécié tout au long et que j'apprécie toujours aujourd'hui. Et j'espère que vous auriez l'occasion de vous y épanouir autant que je l'ai été via des clubs scientifiques, via le club Gallifarm. Et j'espère que ce sera une expérience agréable pour vous, autant en graduation qu'en post-graduation. Merci beaucoup Nelly pour ce message et de nous avoir éclairé sur la pharmacie tout au long de cet épisode. Nous arrivons maintenant, mesdames et messieurs, à la fin. J'espère que ça a été aussi bénéfique pour vous que pour moi. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Legends.